bonjour monsieur. À distance, nous retrouvons Catherine Morin-Desailly, elle est sénatrice de Seine-Maritime, spécialiste de la souveraineté numérique. Et sur scène, Quentin Adam, qui est le CEO de Clever Cloud. Leïla Mor, qui est programme manager Europe de McCourt Institute Project Liberty. Et Ophélie Coelho, chercheuse spécialiste de la géopolitique du numérique à l'Institut Rousseau, autour de notre grand spécialiste, Sylvain Roland. Merci beaucoup Nicolas, bonjour à tous. Bonjour à Catherine Morin-Desailly qui est en visio, j'espère qu'elle nous entend. Bonjour. Oui, je vous entends. Alors je vais commencer ce débat sur la souveraineté numérique en posant quelques chiffres. Donc les géants américains, les GAFAM, disposent de 70% du marché européen du cloud et capturent 80% de sa croissance annuelle. L'Europe ne produit que 10% des puces et semi-conducteurs, qui sont indispensables à de nombreuses industries, et 90% des puces de très haut niveau sont produites par la seule entreprise taïwanaise TSMC. Dans les usages numériques, Google dispose de plus de 90% du marché de la publicité en ligne, de la recherche en ligne, et Google et Apple se partagent en duopole dans les systèmes d'exploitation sur smartphone qui équipent tous nos portables. Facebook, Instagram et TikTok se partagent les adolescents et les réseaux sociaux. Et un achat sur 5 sur Internet se fait sur Amazon, sachant qu'il y a des centaines de milliers de sites marchands en Europe. Donc ça, c'est pour les chiffres. Ça pose un petit peu l'ampleur de nos dépendances technologiques en Europe. Et donc ma question, qui est aussi celle de la table ronde, pour un peu ouvrir le débat, c'est est-ce qu'on ne part pas de trop loin pour parler vraiment de souveraineté numérique en Europe? J'ai peut-être Ophélie Coelho répondre en premier. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors, concernant la question, est-ce qu'il est trop tard pour atteindre une souveraineté numérique? Bon, déjà, en termes de technologie, il n'est jamais trop tard. Il faut toujours se dire cela. Néanmoins, quand on parle de souveraineté, il faut savoir de quoi on parle. Donc, même si on va pas passer, on n'a pas suffisamment de temps pour définir le terme souveraineté, on l'a beaucoup fait ces 2 dernières années, donc c'est pas forcément la peine. Néanmoins, il faut savoir où on met les limites. Vous avez parlé des puces, vous avez parlé du logiciel, vous avez parlé des recherches en ligne, etc. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté numérique? Est-ce que c'est avoir le monopole des puces qu'on va utiliser dans nos machines, que ce soit du frigo connecté à l'ordinateur, ou est-ce que ça se borne au logiciel? Bon, voilà, il y a quand même des mesures à prendre. Moi, je préfère du coup parler plutôt de gestion de dépendance, et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on voit qu'on a des dépendances industrielles qui sont fortes. Dans le domaine des semi-conducteurs, par exemple, c'est le cas. Des dépendances technologiques dans le domaine du logiciel, des dépendances infrastructurelles dans le cloud qui est partie logiciel et également infrastructure, les câbles sous-marins, etc. Donc on voit bien, et on a aussi des dépendances géographiques. N'oublions pas que les routes, en quelque sorte, de l'Internet, si on parle comme ça, et notamment dû au fait que nos données sont souvent à l'extérieur de notre territoire, fait que nous sommes extrêmement dépendants des routes qui sont sur d'autres territoires. Donc à la base, on a déjà des dépendances qui sont même celles de la terre, du territoire géographique. Donc voilà. Ensuite, ce qui est important surtout, c'est de connaître nos forces. Où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est fort? Il y a quand même un héritage technologique en France qui est quand même ce qu'il est. On a une grande histoire dans l'informatique, on a quand même une grande histoire aussi dans l'Internet. On ne parle pas suffisamment de Cyclades, on ne parle pas suffisamment de ce que les pays européens ont apporté au projet d'Internet, entre guillemets. Mais c'est assez dommage d'ailleurs de ne pas reconnaître cet héritage-là. En tout cas, on a des ingénieurs qui sont forts, on a des technologies qui sont là. Donc ça, c'est déjà très fort. Au niveau de la France uniquement, on pourrait également dire qu'on a quand même une position géographique extrêmement stratégique. On est quand même une porte vers l'Europe, vers les pays européens, qui font qu'on arrive assez facilement à négocier d'ailleurs avec les entreprises, que ce soit les entreprises américaines ou chinoises, mais on négocie souvent à notre perte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on négocie, c'est plutôt, on accepte que vous veniez connecter vos câbles à vous sur le littoral français. On accepte que des sociétés comme Equinix, qui sont, ne l'oublions pas, des REIT, c'est-à-dire des Real Estate Investment Trust, c'est-à-dire des sociétés cotées en bourse qui donc investissent sur le foncier et sur l'allocation de serveurs, et bien ceux-là, on leur donne en fait des places et donc des pouvoirs qu'on aurait pu laisser à des entreprises sur lesquelles on a le contrôle. Petite parenthèse du coup sur cette partie-là, évidemment, si on donne du pouvoir à des acteurs très puissants sur lesquels on n'a pas le contrôle, ça doit vous parler aujourd'hui quand on parle de raréfaction de l'eau, du fait qu'on va avoir de plus en plus de mal à gérer l'énergie, du fait aussi que avec des technologies comme la 5G, on va avoir affaire à du slicing, donc à un partage de trafic un peu différent selon le prestataire peut-être ou selon l'usage, on ne sait pas encore. Avoir des acteurs dans le jeu comme ça extrêmement puissants nous fait perdre évidemment énormément en maîtrise et donc en souveraineté. Tout cela pour dire qu'on joue assez mal les choses aujourd'hui dans la gestion des dépendances. Alors que pourtant, en Europe, on a absolument tout ce qu'il faut à la base. On a des technologies cloud,
On a des technologies 5G publiques ou privées. Et en 5G privé, on est extrêmement fort avec des sociétés comme RapidSpace, Amarisoft, AW2S. On est quand même très fort en France sur ces sujets-là et on n'en parle pas suffisamment. On a tout aussi sur la bureautique, et je voyais aujourd'hui le communiqué de presse sur le projet de cloud collaboratif soutenu par l'État. Alors ça, c'est plutôt bien quand même. C'est que depuis 2 ans qu'on parle du fait de il faudrait quand même commencer par la bureautique avant de partir sur le spatial. Enfin, disons qu'on peut faire les choses en parallèle. Je veux dire, c'est pas parce qu'on va s'occuper du spatial qu'on peut pas s'occuper de la bureautique, sur lequel on a pourtant des choses. Et aujourd'hui, on a enfin investi quelques millions d'euros donc sur WIMI, Genspot également, et sur Interstice, c'est-à-dire Ezana. Je préfère les citer parce qu'on ne le cite pas suffisamment. Pour terminer, puisque je vois que Sylvain peut se dire « Oulala, attention, on a 30 minutes, donc ça prend un peu trop de temps », simplement, je pense qu'on a tout, mais il nous manque quelques petites choses du coup. Il nous manque en effet un manque de visibilité de ces entreprises. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on reparle de la souveraineté numérique et on ne cite pas suffisamment les entreprises françaises et européennes. On ne les cite pas suffisamment. Et par ailleurs, on aurait pu faire quelque chose de génial, en fait, suite à ces débats, c'est qu'on aurait pu, par exemple, organiser, j'aurais trouvé ça génial, organiser un grand test utilisateur national, pourquoi pas, où les Français auraient découvert, en fait, les produits créés en France ou en Europe, les auraient testés et auraient, pourquoi pas, participé à leur amélioration. Chose que, du coup, on ne leur laisse pas faire, en quelque sorte, puisqu'on n'en parle pas. On ne parle pas suffisamment de ces entreprises. Et enfin, et je termine, le manque de politique protectionniste. Je pense que maintenant, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, on a un peu moins de mal à parler de protectionnisme. C'est plus tout à fait un gros mot. Eh bien oui, protectionnisme ciblé en termes industriels, notamment dans le numérique. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas seulement dire investir, en fait. Ça veut dire aussi considérer que dans certains secteurs et pour certains usages, on va limiter à l'utilisation de certains produits, peut-être, certains prestataires, etc. Et ce n'est pas un gros mot. Voilà. Merci beaucoup. Alors ça, justement, sur le fait que les entreprises françaises ne sont pas assez visibles, je pense que Quentin Adam sera tout à fait d'accord avec vous. Et ce qui pose la question de l'aspect politique, parce qu'évidemment, la souveraineté numérique, c'est un choix politique aussi. Bruno Le Maire a eu pour la première fois dans ses attributions le ministre des Finances et aussi de la souveraineté industrielle et numérique. Donc voilà, il y a une question très politique derrière la notion de souveraineté et qu'est-ce qu'on y met derrière. Donc peut-être je vais peut-être laisser réagir Quentin et Catherine Morin-Desailly sur ce sujet. Catherine d'abord sur ce sujet, parce que c'est une sénatrice, donc du coup elle est au premier plan concernée par les enjeux politiques de la souveraineté. Merci Sylvain, ravi d'être avec vous, même si je suis à distance. Je suis complètement d'accord avec le discours de bout en bout qu'a tenu Ophélie, qui est restée extrêmement positive sur cette notion de souveraineté, en disant ce n'est pas parce que les chiffres en effet que vous avez cités, Sylvain, montrent clairement que nous avons recours à un recours massif aux technologies extra-européennes que notre sort est définitivement scellé. J'en veux pour preuve, et c'est heureux, le réveil enfin de l'Union européenne. Il aura fallu certes une crise sanitaire, il aura fallu une guerre aux portes de l'Europe pour démontrer en fait aux Européens et aux dirigeants à quel point nos dépendances étaient dangereuses. Dépendance en matière de santé de nos médicaments par rapport à la Chine, dépendance par rapport à la Russie en ce qui concerne l'énergie et dépendance bien sûr à l'écosystème numérique, aux acteurs à la fois asiatiques et américains. Mais justement, ce n'est pas un hasard si on voit dans l'intitulé du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, apparaître la notion enfin de souveraineté industrielle et numérique. Pour moi qui milite sur ces questions depuis 2013, vous m'en voyez ravi. Pour autant, il faut que ça se traduise vraiment dans les faits, dans les prises de décision et des actions extrêmement rapides. Concomitamment, on notera que Thierry Breton, commissaire au large portefeuille, très stratégique, a pour aussi une fois énoncé depuis ces 2 dernières années, enfin une politique en matière de souveraineté numérique, une politique qui consiste d'ailleurs à agir sur plusieurs curseurs. On notera que, à défaut d'une politique industrielle offensive, globale, volontariste ces dernières années, on a laissé notre pays, on a laissé bien sûr le territoire européen être largement vassalisé par notamment les Américains en ce qui concerne
les hébergements, les moteurs de recherche et tout aussi ce que l'on appelle les différentes couches technologiques du cloud, comme l'a très bien appelé Ophélie, qui vont aussi bien des câbles, des serveurs, des logiciels, bref, des différentes couches technologiques qui sont aujourd'hui nécessaires au traitement de la donnée, à sa gestion, à son hébergement. Dieu merci, on se réveille. Je rappelle quand même que l'Europe, qui avait été la première à légiférer sur le traitement des données, leur protection avec le RGPD, vient de se doter tout de même de 2 textes importants, alors qui sont des réelles avancées, même si pour ma part, je pense qu'ils ne sont pas encore suffisants. Le Digital Market Act, qui va réguler le marché, le Digital Services Act, qui va aussi permettre une meilleure régulation des contenus, et enfin un dernier volet qui n'a pas été encore voté, mais qui est en cours de discussion dans le cadre du trilogue, qui est le règlement sur l'intelligence artificielle. Sur ces sujets, au Sénat, nous avons produit des rapports pour soutenir ces textes et aussi les rendre plus ambitieux, portant une plus grande, d'ailleurs, exigence par rapport à la régulation. Concomitamment à cela, l'Europe a également déposé un plan d'action Europe 2030 qui s'appelle la boussole numérique. On notera que dans la boussole numérique, le chiffre de 10% de semi-conducteurs que vous avez évoqué, Sylvain, est porté à une ambition à 20%. Alors évidemment, ce n'est pas 100%. Mais qu'est-ce qu'être souverain en réalité? Et ça renvoie à la définition de la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi, ce n'est pas le protectionnisme. D'ailleurs, la définition de la souveraineté dans le dictionnaire, c'est avoir capacité à décider de son avenir, de son destin, de prendre des décisions qui concernent son propre territoire. Et c'est ça qui est important. C'est comment on retrouve de l'autonomie stratégique qui nous donne capacité à pouvoir définir quels sont les modèles politiques, sociaux, culturels, démocratiques dont l'Europe peut pouvoir se doter. Et c'est ça qui est important. Je crois que le 100% indépendance, d'abord, nous sommes dans un monde globalisé, ce n'est pas forcément souhaitable et ce n'est pas forcément atteignable. En revanche, avoir capacité, parce que nous sommes dans l'écosystème, nous rentrons dans l'écosystème, nous nous réapproprions, pardonnez-moi, des briques logicielles, en quelque sorte, ou des parts de cette chaîne de valeur qui constitue désormais des services incontournables pour nos entreprises, pour nos administrations, pour les particuliers. C'est cela qui compte, c'est revenir dans le jeu, revenir dans la décision. Vous savez que l'Europe est un marché profond et durable de 500 millions de consommateurs, très convoité à la fois par les Chinois, très convoité également par les Américains. C'est un atout, quelque part, pour nous. Et comme l'a dit Ophélie, nous ne sommes pas démunis de talents. 50 000 ingénieurs informatiques sortent de nos écoles chaque année en France. Nous avons des qualités en matière de recherche, des idées, des capacités justement à lancer toutes ces startups. Ce qui nous manque, c'est une meilleure régulation, premièrement, une politique industrielle offensive qui nous fait massivement investir dans la recherche et bien sûr dans le développement de certains secteurs. Les entreprises du cloud doivent être absolument d'ailleurs à cet égard soutenues parce que c'est un marché qui est en plein développement. Donc je cite quelques exemples. Bien sûr, la formation, veiller à ce que nous ayons aussi toutes les compétences nécessaires pour les temps à venir. C'est une stratégie, en somme, où il faut pousser tous les curseurs en même temps. Et merci beaucoup, Catherine. Je vais devoir juste vous couper pour laisser parler Quentin aussi, pour rebondir. Justement, oui, vous trouvez... À distance, je ne me rends pas compte du temps qui passe. Pardonnez-moi. Vous trouvez du coup que l'Europe se réveille. Ophélie disait la gestion de nos dépendances. Est-ce que c'est suffisant pour vous, Quentin Adam, qui êtes entrepreneur dans le cloud? Du coup, vous avez un peu l'impression de ramer contre les marées, quoi. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Oui. Je m'explique. Quand on a commencé à discuter de souveraineté technologique, on passait pour des hurluberlus. Aujourd'hui, c'est effectivement l'intitulé de poste du ministre et ça commence à être une préoccupation. Effectivement, comme Catherine le rappelait, il aurait fallu une guerre et il aura fallu une pandémie pour que les gens s'en rendent compte. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de se mettre en marche pour comprendre est-ce que les choses sont perdues. Moi, on me dit, la guerre du cloud est perdue. Le cloud, aujourd'hui, c'est 20% de ce que ce sera en 2029. Autrement dit, c'est un océan bleu. Quand vous avez un marché qui fait 30% de croissance annuelle, tout le monde peut faire de l'argent dedans. Donc quand on vous dit,
La guerre est perdue? Non, la guerre n'a pas eu lieu. On a à peine eu des escarmouches. Si on ne met pas d'armée sur le champ de bataille, on va perdre la guerre, ça c'est sûr. Par contre, il y a des gens qui vont évidemment essayer de vous convaincre qu'elle a eu lieu. Et ça, il y a une vraie théorie, une musique qui vient de la part de gens travaillant pour des entreprises américaines, qui sont des Français, hein, qui sont tout à fait heureux de vivre dans un pays où il y a des routes, des hôpitaux et des écoles, mais qui se disent que, somme toute, l'exil fiscal des entreprises qui les emploient n'est pas si dérangeant que ça. C'est quand même un moment, il faut savoir aussi se regarder dans la glace, les gens. Hein. C'est un peu compliqué, selon moi, de ne pas être capable à un moment de se rendre compte de l'impact de ces actions. Mais est-ce que la guerre est perdue? Non, elle n'a pas commencé. Est-ce qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir? Je ne pense pas. Par contre, la réglementation est en train de venir aider les entreprises européennes à reprendre des parts de marché. Après, ce qu'il faut, c'est le soutenir par la commande publique. Et ce qu'il faut également, c'est que les grandes entreprises se posent la question de ce qu'ils veulent. Est-ce que tout le monde a apprécié le fait de ne plus avoir de masques pendant le Covid et qu'on ne soit plus capable d'en produire? Est-ce que tout le monde s'est dit que la déperdition en compétences était une bonne chose? Eh bien, en fait, l'incapacité à produire des services numériques et digitaux parce qu'on perd la compétence et qu'on la laisse partir dans d'autres endroits, c'est la même chose que la désindustrialisation. Donc on l'a fait une fois, c'est génial, la France sans usine, on va tout faire produire en Chine, l'usine du monde, etc. Je pense qu'on a tous compris autour de la table que c'était une catastrophe. Donc maintenant, est-ce qu'on veut faire la même chose dans le cas digital? Et ça, je pense que c'est la responsabilité de chacun. Chaque structure à son niveau, a sa capacité à dire on va co-investir avec les acteurs de l'écosystème, on va tester leurs solutions, leur dire où est-ce qu'on n'est pas satisfait, à quel moment il faut améliorer les choses. Et puis surtout, on va se dire comment on crée les outils européens. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un logiciel? Un logiciel, c'est la machine-outil de la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Et donc en fait, à un moment donné, on crée des machines-outils correspondant à notre façon de faire. Et la culture latine et européenne de la façon de faire notre marché ne correspond pas toujours à ce qui s'est fait, notamment dans la culture anglo-saxonne des États-Unis. Je donne très souvent le conseil de relire Tocqueville et De la démocratie en Amérique pour se rendre compte de la marge qu'il existe entre nous et cette culture-là. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut également construire en Europe d'autres outils plus performants correspondant à notre marché et à notre capacité à produire. Et il ne faut pas avoir honte, il faut se rendre compte qu'il faut maintenir des compétences sur place pour créer des outils meilleurs. Donc moi je réponds à cette guerre, est-ce qu'elle est perdue? Non. Est-ce qu'on a les moyens de la gagner? Oui. Mais ce n'est pas aux politiques de faire tout le boulot. C'est aussi au secteur économique de s'engager et de faire son travail. Alors justement, ça c'est un thème qui vous parle, j'imagine, Leïla Morge. Vous êtes très axé sur la souveraineté individuelle. Alors on parle beaucoup de choix politiques. Vous pensez aussi que ça se joue à un niveau beaucoup plus individuel? En fait, je ne pense pas que la souveraineté individuelle vienne se placer comme quelque chose qui vienne contredire la souveraineté européenne ou n'importe quel type de souveraineté. Peut-être pour revenir sur une vision de d'où est-ce que vient la souveraineté, et sans même rentrer dans la question de la définition, la souveraineté, ça vient quand même en fait des traités de Westphalie qui datent quand même un petit peu et qui ont posé le principe pour un État d'avoir un territoire, une population et une sorte de pouvoir absolu sur ce territoire-là. Et on a vu qu'au fur et à mesure des années, il y a eu la révolution industrielle qui n'a pas vraiment, on va dire, challengé ce modèle-là. On est resté sur une montée en puissance du pouvoir privé, mais ça reste dans un système de frontières. Et puis on a eu l'apparition du digital, on a eu l'apparition de cet espace sans frontières, et on a eu la conférence des télécommunications de 2012, qui a en fait posé sur la table, on va dire, internationale, le mot de souveraineté numérique. Et d'une manière assez intéressante, ce terme a été défendu et porté tout d'abord par la Chine et la Russie. Ils ont été les premiers à employer ce principe de droit souverain comme une manière de récupérer un contrôle sur un certain espace. Et puis ensuite, c'est devenu quelque chose de compréhensible dans ce jeu géopolitique que les États se sont toujours joués. Comment est-ce qu'on peut récupérer aussi une part de contrôle sur cet espace numérique? Et en fait, si on voit la croissance de ce que sont devenus ensuite les GAFAM et la partie des BTX chinois, c'est en fait finalement une forme de territoire numérique, mais toujours territorialisé, puisque c'est souvent des entreprises en Chine et c'est souvent des entreprises aux États-Unis. Une population qui en fait est comprise d'utilisateurs et qui devient une population absolument énormissime, et
finalement un ensemble de règles et de normes que sont les conditions d'utilisation de ces plateformes. Et donc face à cette souveraineté étatique traditionnelle qui durait et qui était incontestée depuis les traités de Westphalie, qui remontent quand même au milieu du XVIIe siècle, on a vu monter ces grandes plateformes qui ont créé une nouvelle forme de souveraineté, qui est plutôt une souveraineté économique en fait, capable, to a certain extent, de challenger la souveraineté des États. Et c'est là où le DSA et le DMA finalement arrivent et sont des textes absolument fondamentaux, même si je partage l'avis de Catherine pour dire qu'ils ne vont même pas, enfin ils ne vont pas du tout assez loin. C'est qu'il y a une volonté en fait de rééquilibrer cette souveraineté économique qui est devenue très très forte. Et là où je réfléchis beaucoup au sein du Project Liberty et du Macron Institute, c'est comment est-ce qu'en fait la souveraineté peut aussi arriver au niveau individuel. On a beaucoup agi comme des États entre eux vis-à-vis de leur population, puis des plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs. Comment est-ce qu'au final on parle d'infrastructures, on parle de données, à quel moment est-ce qu'on parle de données personnelles. Et je pense que ce qui s'est passé avec Snowden et ensuite avec Frances Haugen, même si c'est deux crises très différentes, a réveillé chez les individus un sentiment que ce soit au niveau du capitalisme de surveillance ou finalement de la surveillance étatique, il y avait un sentiment de dire que personne ne les protégeait vraiment et que ces populations, ces utilisateurs, les seuls qui étaient vraiment souverains, c'était jamais eux au final. Et c'est là où je trouve que le concept de souveraineté individuelle, il est hyper intéressant parce qu'il amène... Comment il se manifeste du coup alors ? Il se manifeste en fait par, alors d'abord de la désintermédiation et finalement une sorte de capacité d'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire la capacité de gérer ses actifs, qui sont du coup des actifs numériques, de manière souveraine. Alors on est encore qu'au tout début de cette potentielle révolution et on est vraiment qu'au tout début, mais c'est ce qu'on pourrait, et là je vais dire un gros mot pour la plupart de la salle, mais imaginer ce futur de l'Internet que certains appellent le Web 3 et qui a à peu près 10 000 définitions différentes, mais c'est la capacité en utilisant des outils peut-être plus décentralisés, pas forcément que de la blockchain, il y a plein d'autres façons de faire, de permettre aux citoyens finalement de devenir le point d'entrée, le point de sortie de ces actifs numériques, quels qu'ils soient. Et ça, finalement, trouver des outils qui permettent à ces individus d'être souverains, quel que soit le territoire sur lequel ils seront, quelle que soit la langue qu'ils parlent, quel que soit le pays dans lequel ils habitent, c'est un changement qu'on peut voir arriver et qui n'est pas inintéressant. Mais qui n'est pas du tout, pour l'instant, pris en compte politiquement. Qui commence, je pense qui commence, alors pas forcément toujours sous le bon cadre, parce que lorsqu'on parle de Web3, on entend beaucoup les crypto-bros et les chiens dans le métaverse, et c'est normal, c'est ça qui fait le buzz, mais c'est pas que ça, c'est aussi de la théorie politique vieille comme le monde, et on parlait tout à l'heure de Code is Law comme une façon en fait presque de narguer le pouvoir étatique. Oui et non, je pense que c'est aussi un moyen de se dire que le pouvoir étatique il a été nargué par les plateformes depuis très très longtemps, et que remettre de la science politique, remettre de la régulation à l'intérieur même des modes de gouvernance technologique, et c'est beaucoup ce que fait l'infrastructure blockchain, c'est aussi une façon finalement de redonner une autorité supérieure à la loi, qui est une loi qui doit être formée de manière démocratique. Une réaction peut-être, Quentin ? Je pense que c'est très intéressant d'observer qu'aujourd'hui, le Web 3, c'est à la fois les outils d'une détermination de ce qu'on va faire de l'espace informationnel. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de souveraineté ? Pendant longtemps, la souveraineté, elle était liée à un territoire, c'est ce qu'on a dit. Mais aujourd'hui, en fait, on combat quoi quand on parle de la souveraineté technologique ? On combat des lois extraterritoriales. Cloud Act, FISA, etc., PRISM, la Russie, la Chine avec des lois extraterritoriales, mais également l'Europe. La GDPR est littéralement une réglementation extraterritoriale qui oblige un Européen à s'y conformer où qu'il soit dans le monde et qui que soient les gens avec qui il fait du business. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est comment l'appartenance ne devient plus quelque chose de territorial, mais devient quelque chose de philosophique et de quasiment choisi, d'où la e-citoyenneté, par exemple, en Estonie. Et donc, cette remise en cause de qu'est-ce qu'est la nation au sens de, en fait, à quoi veux-tu adhérer en tant que citoyen et d'où détermines-tu ta citoyenneté et quelque part où tu payes des impôts ? Parce que le choix, par exemple, de faire un exil fiscal ou une optimisation fiscale revient à appauvrir des zones et en enrichir d'autres, quel que soit l'emplacement géographique. Et le Web 3 est à la fois une façon de remettre effectivement de la gouvernance dedans, tout en niant la capacité des élus. Parce que si on regarde, avec l'Open Internet Project que j'ai le plaisir de présider, nous avons un certain nombre de procès faits à l'Europe envers les GAFAM. Si on regarde la totalité des procès que nous avons menés ces 15 dernières années, nous les avons gagnés. On n'en a jamais perdu un. Et à chaque fois... Quoi ? Mais trop tard. Mais à chaque fois en 8 ans. Donc les boîtes pour lesquelles on se battait étaient mortes.
Et qu'est-ce que font ces boîtes-là? Parce que c'est génial, hein, on arrive, on condamne Google à 4,6 milliards d'amendes. Cette année, Google, il pouvait payer 18 fois les 4,6 milliards d'amendes sans que ça commence à entamer les bénéfices. Ces gens-là font des provisions sur non-respect de la loi. Et donc, en fait, on a affaire à des gens qui nient l'existence de l'État. Et en niant l'existence de l'État, qu'est-ce qui se passe? On a affaire à des gens qui nient la souveraineté du citoyen. Le citoyen vote pour des politiques, les politiques font la loi, eux, eh ben, ils s'en tamponnent. Et donc, c'est quelque part le contrat moral avec les utilisateurs citoyens qui est rompu par ces gens-là, qui nient l'existence de la souveraineté. Et c'est d'autant plus drôle qu'on peut voir que Google nous a fait un cours de souveraineté il n'y a pas très longtemps en sortant un document sur qu'est-ce que la souveraineté, en réussissant à ne jamais parler de nation dans un document entier sur la souveraineté, en expliquant que la nation ne fait pas partie de la citoyenneté, de la souveraineté. Mais c'est normal, parce que ces gens-là nient l'existence de l'État au profit de leur simple vision, uniquement profitable, financière de leur vision. Et donc leur souveraineté à eux, c'est l'argent. Et donc je pense que c'est très intéressant de voir que cette notion-là, qui d'un coup peut faire sembler très économique, est en fait un choix sociétal. De quelle société est-ce qu'on veut, nous, en tant que citoyens, et est-ce qu'on veut redonner aux politiques, et dans le cas présent à Catherine par exemple, le pouvoir de décider, vu qu'elle est représentante du peuple, de quelles sont les lois qu'on commet et comment on les fait respecter. Ophélie ou Catherine, le mot de la fin? Je puis dire deux, trois mots, parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Quentin. Il l'a excellemment dit. Tout à l'heure, il a parlé d'orienter la commande publique. Un des leviers pour retrouver de la souveraineté, c'est de faire tout simplement ce qu'ont fait les Américains, les Russes et les Chinois. C'est-à-dire faire en sorte que la commande publique, qui passe notamment par les administrations, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, dotées de moyens suffisants, les administrations ont pu, au fur et à mesure, se doter de services dépendants d'entreprises nationales. Eh bien, c'est ce qu'il faudrait faire en Europe, parce que avec ce système-là, un Small Business Act, un Buy European Act, au fur et à mesure, on consoliderait nos entreprises qui disposeraient cette fois d'une masse critique pour pouvoir poursuivre leur recherche et leur développement. Et c'est un moyen très important pour lequel moi je milite beaucoup. On n'y est pas encore au niveau ni français ni européen, mais de retrouver de la souveraineté. Et ce que Quentin dit est très important, c'est le peuple qui doit être souverain pour définir les règles du jeu, pour construire le modèle de société, le modèle de civilisation. Et c'est un mot qui parle aujourd'hui où on prend peur devant des développements non maîtrisés de l'intelligence artificielle, de systèmes qui dépendent essentiellement d'entreprises qui font un profit gigantesque au détriment peut-être de la maintenance, du maintien, de la pérennité de nos modèles de civilisation, nos modèles politiques et démocratiques en Europe en tout cas, et de par le monde. Ophélie, on a commencé par vous, on termine par vous du coup. Oui, alors j'ajouterais à tout cela que, au-delà de la commande publique, il y a un autre élément peut-être à rajouter, et on le voyait un petit peu hein, dans ton discours où tu dis que la souveraineté, c'est lutter contre l'extraterritorialité des lois. Bon, il y a une chose, oui, mais de l'autre côté, ce qui est paradoxal, c'est que tu dis bien que ces entreprises-là n'en ont cure. Donc, là, à mon sens, il y a quand même un paradoxe qui était clairement visible dans ton discours aussi, c'est que c'est pas seulement une question de redonner de financer ces entreprises. Évidemment, c'est l'idée de redonner du pouvoir aux États pour faire face à des entreprises qui sont devenues suprapuissantes et qui du coup peuvent se passer des lois d'une certaine manière, peuvent passer au-dessus, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir un soft power d'une certaine façon extrêmement puissant, et par ailleurs, on est dépendant, c'est-à-dire que même en tant qu'État, on devient dépendant. Les États-Unis, le gouvernement américain est dépendant de ces entreprises numériques sur un certain nombre de services. Gov Azure, c'est la version spéciale gouvernement de Microsoft, où tout est géré en fait par Microsoft. Il y a des serveurs qui sont un peu globalement fermés, mais la technologie reste quand même celle du cloud Microsoft, sur lesquels voilà, un député ou le gouvernement américain n'a pas particulièrement le contrôle, à part de fermer les vannes en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Catherine à distance et merci à tous les trois en présentiel. Et je laisse du coup la scène à Nicolas pour la clôture de cette journée. On va remercier ensemble Sylvain Roland et ses invités, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.